Chapitre 28 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Amy. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 28. Quand je revins à la vie, mon visage était mouillé, mais mouillé de larmes. Combien dura cet état d'insensibilité, je ne saurais le dire. Je n'avais plus aucun moyen de me rendre compte du temps. Jamais solitude ne fut semblable à la mienne, jamais abandon si complet. Après ma chute, j'avais perdu beaucoup de sang. Je m'en sentais inondé. Ah, combien je regrettais de n'être pas mort et que ce fût encore à faire. Je ne voulais plus penser. Je chassais toute idée, et vaincu par la douleur, je me roulai près de la paroi opposée. Déjà, je sentais l'évanouissement me reprendre, et avec lui, l'anéantissement suprême, quand un bruit violent vint frapper mon oreille. Il ressemblait au roulement prolongé du tonnerre, et j'entendis les ondes sonores se perdre peu à peu dans les lointaines profondeurs du gouffre. D'où provenait ce bruit? De quelque phénomène sans doute, qui s'accomplissait au sein du massif terrestre, l'explosion d'un gaz ou la chute de quelque puissante assise du globe. J'écoutais encore. Je voulus savoir si ce bruit se renouvellerait. Un quart d'heure se passa. Le silence régnait dans la galerie. Je n'entendais même plus les battements de mon cœur. Tout à coup, mon oreille, appliquée par hasard sur la muraille, crut surprendre des paroles vagues, insaisissables, lointaines. Je tressaillis. C'est une hallucination, pensai-je. Mais non. En écoutant avec plus d'attention, j'entendis réellement un murmure de voix. Mais de comprendre ce qui se disait, c'est ce que ma faiblesse ne me permit pas. Cependant, on parlait, j'en étais certain. J'eus un instant la crainte que ces paroles ne fussent les miennes, rapportées par un écho. Peut-être avais-je crié à mon insu. Je fermai fortement les lèvres et j'appliquai de nouveau mon oreille à la paroi. Oui, certes, on parle, on parle. En me portant même à quelques pieds plus loin, le long de la muraille, j'entendis plus distinctement. Je parvins à saisir des mots incertains, bizarres, incompréhensibles. Ils m'arrivaient comme des paroles prononcées à voix basse, murmurées pour ainsi dire. Le mot Furlorad était plusieurs fois répété, et avec un accent de douleur. Que signifiait-il? Qui le prononçait? Mon oncle ou Hans, évidemment. Et si je les entendais, ils pouvaient donc m'entendre. À moi, criai-je de toutes mes forces, à moi. J'écoutai, j'épiai dans l'ombre une réponse, un cri, un soupir. Rien ne se fit entendre. Quelques minutes se passèrent. Tout un monde d'idées avait éclos dans mon esprit. Je pensai que ma voix affaiblie ne pouvait arriver jusqu'à mes compagnons. Car ce sont eux, répétai-je. Quels autres hommes seraient enfouis à 30 lieues sous terre? Je me remis à écouter. En promenant mon oreille sur la paroi, je trouvai un point mathématique où les voix paraissaient atteindre leur maximum d'intensité. Le mot Furlorad revint encore à mon oreille, puis ce roulement de tonnerre qui m'avait tiré de ma torpeur. Non, dis-je, non, ce n'est point à travers le massif que ces voix se font entendre. La paroi est faite de granit, elle ne permettrait pas à la plus forte détonation de la traverser. Ce bruit arrive par la galerie même. Il faut qu'il y ait là un effet d'acoustique tout particulier. J'écoutai de nouveau, et cette fois, oui, cette fois, j'entendis mon nom distinctement jeté à travers l'espace. C'était mon oncle qui le prononçait. Il causait avec le guide. Et le mot Furlorad était un mot danois. Alors je compris tout. Pour me faire entendre, il fallait précisément parler le long de cette muraille, qui servirait à conduire ma voix, comme le fil de fer conduit l'électricité. Mais je n'avais pas de temps à perdre. Que mes compagnons se fussent éloignés de quelques pas, et le phénomène d'acoustique eût été détruit. Je m'approchai donc de la muraille, et je prononçai ces mots aussi distinctement que possible. Mon oncle Lindenbrock! J'attendis dans la plus vive anxiété. Le son n'a pas une rapidité extrême. La densité des couches d'air n'accroît même pas sa vitesse. Elle n'augmente que son intensité. Quelques secondes, des siècles se passèrent. Et enfin ces paroles arrivèrent à mon oreille. Axel, Axel, est-ce toi? Oui, oui, répondis-je. Mon pauvre enfant, où es-tu? Perdu dans la plus profonde obscurité. Mais ta lampe? Éteinte. Et le ruisseau? Disparu. Axel, mon pauvre Axel, reprends courage.
Attendez un peu, je suis épuisée, je n'ai plus la force de répondre, mais parlez-moi. Courage, reprit mon oncle, ne parle pas, écoute-moi. Nous t'avons cherché en remontant et en descendant la galerie. Impossible de te trouver. Ah, je t'ai bien pleuré, mon enfant. Enfin, te supposant toujours sur le chemin du Hanspach, nous sommes redescendus en tirant des coups de fusil. Maintenant, si nos voix peuvent se réunir, plus effet d'acoustique, nos mains ne peuvent se toucher. Mais ne te désespère pas, Axel, c'est déjà quelque chose de s'entendre. Pendant ce temps, j'avais réfléchi. Un certain espoir vague encore me revenait au cœur. Tout d'abord, une chose m'importait à connaître. J'approchai donc mes lèvres de la muraille et je dis mon oncle. Mon enfant, me fut-il répondu après quelques instants. Il faut d'abord savoir quelle distance nous sépare. Cela est facile. Vous avez votre chronomètre? Oui. Eh bien, prenez-le. Prononcez mon nom en notant exactement la seconde où vous parlerez. Je le répéterai et vous observerez également le moment précis auquel vous arrivera ma réponse. Bien. Et la moitié du temps compris entre ma demande et ta réponse indiquera celui que ma voix emploie pour arriver jusqu'à toi. C'est cela, mon oncle. Es-tu prêt? Oui. Eh bien, fais attention, je vais prononcer ton nom. J'appliquai mon oreille sur la paroi, et dès que le mot Axel me parvint, je répondis immédiatement Axel, puis j'attendis. 40 secondes, dit alors mon oncle. Il s'est écoulé 40 secondes entre les deux mots. Le son met donc 20 secondes à monter. Or, à 1020 pieds par seconde, cela fait 20 400 pieds, ou une lieue et demie et un huitième. Une lieue et demie, murmurai-je. Eh bien, cela se franchit, Axel. Mais faut-il monter ou descendre? Descendre, et voici pourquoi. Nous sommes arrivés à un vaste espace auquel aboutissent un grand nombre de galeries. Celle que tu as suivie ne peut manquer de t'y conduire, car il semble que toutes ces fentes, ces fractures de globe, rayonnent autour de l'immense caverne que nous occupons. Relève-toi donc et reprends ta route. Marche, traîne-toi s'il le faut. Glisse sur les pentes rapides. Tu trouveras nos bras pour te recevoir au bout du chemin. En route, mon enfant, en route. Ces paroles me ranimèrent. Adieu, mon oncle, m'écriai-je, je pars. Nos voix ne pourront plus communiquer entre elles du moment que j'aurai quitté cette place. Adieu donc. Au revoir, Axel, au revoir. Telles furent les dernières paroles que j'entendis. Cette surprenante conversation, faite au travers de la masse terrestre, échangée à plus d'une lieue de distance, se termina sur ces paroles d'espoir. Je fis une prière de reconnaissance à Dieu, car il m'avait conduit parmi ces immensités sombres, au seul point peut-être où la voix de mes compagnons pouvait me parvenir. Cet effet d'acoustique très étonnant s'expliquait facilement par les seules lois physiques. Il provenait de la forme du couloir et de la conductibilité de la roche. Il y a bien des exemples de cette propagation de sons non perceptibles aux espaces intermédiaires. Je me souvins qu'en maint endroit, ce phénomène fut observé, entre autres dans la galerie intérieure du dôme de Saint-Paul à Londres, et surtout au milieu de curieuses cavernes de Sicile, c'est l'Atomie située près de Syracuse, dont la plus merveilleuse en ce genre est connue sous le nom d'oreille de Denis. Ces souvenirs me revinrent à l'esprit. Je vis clairement que, puisque la voix de mon oncle arrivait jusqu'à moi, aucun obstacle n'existait entre nous. En suivant le chemin du son, je devais logiquement arriver comme lui, si les forces ne me trahissaient pas en route. Je me levai donc. Je me traînai plutôt que je marchais. La pente était assez rapide, je me laissai glisser. Bientôt, la vitesse de ma descente s'accrut dans une effrayante proportion et menaçait de ressembler à une chute. Je n'avais plus la force de m'arrêter. Tout à coup, le terrain manqua sous mes pieds. Je me sentis rouler en rebondissant sur les aspérités d'une galerie verticale, un véritable puits. Ma tête porta sur un roc aigu, et je perdis connaissance. Fin du chapitre 28, enregistré par Amy. Chapitre 29 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 29. Lorsque je revins à moi, j'étais dans une demi-obscurité, étendu sur d'épaisses couvertures. Mon oncle veillait, épiant mon visage sur un reste d'existence. À mon premier soupir, il me prit la main. À mon premier regard, il poussa un cri de joie. « Il vit! Il vit !» s'écria-t-il.
Oui, répondis-je d'une voix faible. Mon enfant, fit mon oncle en me serrant sur sa poitrine, te voilà sauvé. Je fus vivement touché de l'accent dont furent prononcées ces paroles, et plus encore des soins qui les accompagnèrent. Mais il fallait de telles épreuves pour provoquer chez le professeur un pareil épanchement. En ce moment, Hans arriva. Il vit ma main dans celle de mon oncle. J'ose affirmer que ses yeux exprimèrent un vif contentement. Goddag, dit-il. Bonjour, Hans, bonjour, murmurai-je. Et maintenant, mon oncle, apprenez-moi où nous sommes en ce moment. Demain, Axel, demain. Aujourd'hui, tu es encore trop faible. J'ai entouré ta tête de compresses qu'il ne faut pas déranger. Dors donc, mon garçon, et demain tu sauras tout. Mais au moins, repris-je, quelle heure, quel jour est-il? 11 heures du soir. C'est aujourd'hui dimanche 9 août, et je ne te permets plus de m'interroger avant le 10 du présent mois. En vérité, j'étais bien faible. Mes yeux se fermèrent involontairement. Il me fallait une nuit de repos. Je me laissai donc assoupir sur cette pensée que mon isolement avait duré 4 longs jours. Le lendemain, à mon réveil, je regardai autour de moi. Ma couchette, faite de toutes les couvertures de voyage, se trouvait installée dans une grotte charmante, ornée de magnifiques stalagmites, dont le sol était recouvert d'un sable fin. Il y régnait une demi-obscurité. Aucune torche, aucune lampe n'était allumée, et cependant certaines clartés inexplicables venaient du dehors en pénétrant par une étroite ouverture de la grotte. J'entendais aussi un murmure vague et indéfini, semblable à celui des flots qui se brisent sur une grève, et parfois les sifflements de la brise. Je me demandais si j'étais bien éveillé, si je rêvais encore, si mon cerveau, fêlé dans ma chute, ne percevait pas des bruits purement imaginaires. Cependant, ni mes yeux ni mes oreilles ne pouvaient se tromper à ce point. C'est un rayon du jour, pensai-je, qui se glisse par cette fente de rochers. Voilà bien le murmure des vagues. Voilà le sifflement de la brise. Est-ce que je me trompe ou sommes-nous revenus à la surface de la terre? Mon oncle a-t-il donc renoncé à son expédition ou l'aurait-il heureusement terminée? Je me posais ces insolubles questions quand le professeur entra. Bonjour, Axel, fit-il joyeusement. Je gagerais volontiers que tu te portes bien. Mais oui, dis-je en me redressant sur les couvertures. Cela devait être, car tu as tranquillement dormi. En ces mois, nous t'avons veillé tour à tour, et nous avons vu ta guérison faire des progrès sensibles. En effet, je me sens ragaillardi, et la preuve, c'est que je ferai honneur au déjeuner que vous voudrez bien me servir. Tu mangeras, mon garçon, la fièvre t'a quitté. Hans a frotté tes plaies avec je ne sais quel onguent, dont les Islandais ont le secret, et elles se sont cicatrisées à merveille. C'est un fier homme que notre chasseur. Tout en parlant, mon oncle a prêté quelques aliments que je dévorai, malgré ses recommandations. Pendant ce temps, je l'accablai de questions auxquelles il s'empressa de répondre. J'appris alors que ma chute providentielle m'avait précisément amené à l'extrémité d'une galerie presque perpendiculaire. Comme j'étais arrivé au milieu d'un torrent de pierres, dont la moins grosse eût suffi à m'écraser, il fallait en conclure qu'une partie du massif avait glissé avec moi. Cet effrayant véhicule me transporta ainsi jusque dans les bras de mon oncle, où je tombai sanglant et inanimé. Véritablement, me dit-il, il est étonnant que tu ne te sois pas tué 1000 fois. Mais pour Dieu, ne nous séparons plus, car nous risquerions de ne jamais nous revoir. Ne nous séparons plus? Le voyage n'était donc pas fini? J'ouvrais de grands yeux étonnés, ce qui provoqua immédiatement cette question. Qu'as-tu donc, Axel? Une demande à vous adresser. Vous dites que me voilà sain et sauf? Sans doute. J'ai tous mes membres intacts? Certainement. Et ma tête? Ta tête?
sauf quelques contusions, est parfaitement à sa place sur tes épaules. Eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé. Dérangé? Oui, nous ne sommes pas revenus à la surface du globe? Non, certes. Alors il faut que je sois fou, car j'aperçois la lumière du jour, j'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise. Ah, n'est-ce que cela? M'expliquerez-vous? Je ne t'expliquerai rien, car c'est inexplicable. Mais tu verras et tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot. Sortons donc, m'écriai-je en me levant brusquement. Non, Axel, non. Le grand air pourrait te faire du mal. Le grand air? Oui, le vent est assez violent. Je ne veux pas que tu t'exposes ainsi. Mais je vous assure que je me porte à merveille. Un peu de patience, mon garçon. Une rechute nous mettrait dans l'embarras. Il ne faut pas perdre de temps, car la traversée peut être longue. La traversée? Oui, repose-toi encore aujourd'hui, et nous nous embarquerons demain. Nous embarquer? Ce dernier mot me fit bondir. Quoi? Nous embarquer? Avons-nous donc un fleuve, un lac, une mer à notre disposition? Un bâtiment était-il mouillé dans quelque port intérieur? Ma curiosité fut excitée au plus haut point. Mon oncle essaya vainement de me retenir. Quand il vit que mon impatience me ferait plus de mal que la satisfaction de mes désirs, il céda. Je m'habillai rapidement, par surcroît de précaution, je m'enveloppai dans une des couvertures et je sortis de la grotte. Fin du chapitre 29. Chapitre 30 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre, par Jules Verne, chapitre 30. D'abord je ne vis rien, mes yeux déshabitués de la lumière se fermèrent brusquement. Lorsque je pus les rouvrir, je demeurai encore plus stupéfait qu'émerveillé. La mer! M'écriai-je. Oui, répondit mon oncle, la mer Lidenbrock, et j'aime à le penser, aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte et le droit de la nommer de mon nom. Une vaste nappe d'eau, le commencement d'un lac ou d'un océan, s'étendait au-delà des limites de la vue. Le rivage, largement échancré, offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin, doré et parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création. Les flots s'y brisaient avec ce murmure sonore particulier au milieu clos et immense. Une légère écume s'envolait au souffle d'un vent modéré, et quelques embruns m'arrivaient au visage. Sur cette grève légèrement inclinée, à 100 toises environ de la lisière des vagues, venaient mourir les contreforts de rochers énormes qui montaient en s'évasant à une incommensurable hauteur. Quelques-uns déchirant le rivage de leur arête aiguë, formaient des caps et des promontoires rangés par la dent du ressac. Plus loin l'œil suivait leur masse nettement profilée sur les fonds brumeux de l'horizon. C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres, mais désert et d'un aspect effroyablement sauvage. Si mes regards pouvaient se promener au loin sur cette mer, c'est qu'une lumière spéciale en éclairait les moindres détails. Non pas la lumière du soleil avec ses faisceaux éclatants et l'irradiation splendide de ses rayons, ni la lueur pâle et vague de l'astre des nuits, qui n'est une réflexion sans chaleur, non. Le pouvoir éclairant de cette lumière, sa diffusion tremblante, sa blancheur claire et sèche, le peu d'élévation de sa température, son éclair supérieur en réalité à celui de la lune, accusaient évidemment une origine purement électrique. C'était comme une aurore boréale, un phénomène cosmique continu qui remplissait cette caverne capable de contenir un océan. La voûte suspendue au-dessus de ma tête, le ciel si l'on veut, semblait fait de grands nuages, vapeurs mobiles et changeantes, qui par l'effet de la condensation devaient à de certains jours se résoudre en pluie torrentielle. J'aurais cru que sous une pression aussi forte de l'atmosphère, l'évaporation de l'eau ne pouvait se produire,
et cependant par une raison physique qui m'échappait, il y avait de larges nuées étendues dans l'air. Mais alors il faisait beau. Les nappes électriques produisaient d'étonnants jeux de lumière sur les nuages très élevés, des ombres vives se dessinaient à leur volute inférieure, et souvent entre deux couches disjointes, un rayon se glissait jusqu'à nous avec une remarquable intensité. Mais en somme, ce n'était pas le soleil, puisque la chaleur manquait à sa lumière. L'effet en était triste et souverainement mélancolique. Au lieu d'un firmament brillant d'étoiles, je sentais par-dessus ces nuages une voûte de granit qui m'écrasait de tout son poids, et cet espace n'eût pas suffi, tout immense qu'il fût, à la promenade du moins ambitieux des satellites. Je me souvins alors de cette théorie d'un capitaine anglais qui assimilait la Terre à une vaste sphère creuse, à l'intérieur de laquelle l'air se maintenait lumineux par suite de sa pression, tandis que deux astres, Pluton et Proserpine, y traçaient leur mystérieuse orbite. Aurait-il dit vrai? Nous étions réellement emprisonnés dans une énorme excavation. Sa largeur on ne pouvait la juger, puisque le rivage allait s'élargissant à perte de vue, ni sa longueur, car le regard était bientôt arrêté par une ligne d'horizon un peu indécise. Quant à sa hauteur, elle devait dépasser plusieurs lieues. Où cette voûte s'appuyait-elle sur ces contreforts de granit? L'œil ne pouvait l'apercevoir, mais il y avait tel nuage suspendu dans l'atmosphère, dont l'élévation devait être estimée à 2000 toises, altitude supérieure à celle des vapeurs terrestres, et due sans doute à la densité considérable de l'air. Le mot caverne ne rend évidemment pas ma pensée pour peindre cet immense milieu, mais les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui se hasarde dans les abîmes du globe. Je ne savais pas d'ailleurs par quel fait géologique expliquer l'existence d'une pareille excavation. Le refroidissement du globe avait-il donc pu la produire? Je connaissais bien par les récits des voyageurs certaines cavernes célèbres, mais aucune ne présentait de telles dimensions. Si la grotte de Gachara en Colombie, visitée par M. de Humboldt, n'avait pas livré le secret de sa profondeur aux savants qui l'a reconnue, sur un espace de 2500 pieds, elle ne s'étendait vraisemblablement pas beaucoup au-delà. L'immense caverne du Mammouth, dans le Kentucky, offrait bien des proportions gigantesques, puisque sa voûte s'élevait à 500 pieds au-dessus d'un lac insondable, et que des voyageurs la parcoururent pendant plus de 10 lieues, sans en rencontrer la fin. Mais qu'étaient-ce ces cavités auprès de celles que j'admirais alors, avec son ciel de vapeur, ses irradiations électriques et une vaste mer enfermée dans ses flancs? Mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité. Toutes ces merveilles je les contemplais en silence, les paroles me manquaient pour rendre mes sensations. Je croyais assister dans quelque planète lointaine, Uranus ou Neptune, à des phénomènes dont ma nature terrestrielle n'avait pas conscience. À des sensations nouvelles, il fallait des mots nouveaux, et mon imagination ne me les fournissait pas. Je regardais, je pensais, j'admirais, avec une stupéfaction mêlée d'une certaine quantité d'effroi. L'imprévu de ce spectacle avait rappelé sur mon visage les couleurs de la santé. J'étais en train de me traiter par l'étonnement et d'opérer ma guérison au moyen de cette nouvelle thérapeutique. D'ailleurs, la vivacité d'un air très dense me ranimait, en fournissant plus d'oxygène à mes poumons. On concevra sans peine qu'après un emprisonnement de 47 jours dans une étroite galerie, c'était une jouissance infinie que d'aspirer cette brise chargée d'humides émanations salines. Aussi n'eus-je point à me repentir d'avoir quitté ma grotte obscure. Mon oncle déjà fait à ces merveilles ne se tenait plus. « Te sens-tu la force de te promener un peu ?» me demanda-t-il. « Oui, certes, » répondis-je, « rien ne me sera plus agréable. »« Eh bien, prends mon bras, Axel, et suivons les sinuosités du rivage. » J'acceptai avec empressement, et nous commençâmes à côtoyer cet océan nouveau. Sur la gauche, des rochers abrupts, grimpés les uns sur les autres, formaient un entassement titanesque d'un prodigieux effet. Sur leurs flancs se déroulaient d'innombrables cascades, qui s'en allaient en nappes limpides et retentissantes. Quelques légères vapeurs, sautant d'un roc à l'autre, marquaient la place des sources chaudes,
et des ruisseaux coulaient doucement vers le bassin commun, en cherchant dans les pentes l'occasion de murmurer plus agréablement. Parmi ces ruisseaux, je reconnus notre fidèle compagnon de route, le Hansbach, qui venait se perdre tranquillement dans la mer, comme s'il n'eût jamais fait autre chose depuis le commencement du monde. Il vous manquera désormais, dis-je avec un soupir. Bah, répondit le professeur, lui ou un autre, qu'importe. Je trouvai la réponse un peu ingrate. Et en ce moment, mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. À 500 pas, au détour d'un haut promontoire, une forêt haute, touffue, épaisse, apparut à nos yeux. Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers, à contours nets et géométriques. Les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir pris sur leur feuillage, et au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles comme un massif de cèdre pétrifié. Je hâtai le pas. Je ne pouvais mettre un nom à ces essences singulières. Ne faisaient-elles point partie des 200 000 espèces végétales connues jusqu'alors, et fallait-il leur accorder une place spéciale dans la flore des végétations lacustres? Non. Quand nous arrivâmes sous leur ombrage, ma surprise ne fut plus que de l'admiration. En effet, je me trouvais en présence de produits de la terre, mais taillés sur un patron gigantesque. Mon oncle les appela immédiatement de leur nom. Ce n'est qu'une forêt de champignons, dit-il. Et il ne se trompait pas. Que l'on juge du développement acquis par ces plantes chères au milieu chaud et humide, je savais que le Lycoperdon gigantum atteint, suivant Buyard, 8 à 9 pieds de circonférence. Mais il s'agissait ici de champignons blonds, hauts de 30 à 40 pieds, avec une calotte d'un diamètre égal. Ils étaient là par milliers, la lumière ne parvenait pas à percer leurs épais ombrages, et une obscurité complète régnait sous ces dômes juxtaposés comme les toits ronds d'une cité africaine. Cependant je voulus pénétrer plus avant. Un froid mortel descendait de ces voûtes charnues. Pendant une demi-heure, nous errâmes dans ces humides ténèbres, et ce fut avec un véritable sentiment de bien-être que je retrouvai les bords de la mer. Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons. Plus loin s'élevait par groupes un grand nombre d'autres arbres au feuillage décoloré. Ils étaient faciles à reconnaître, c'étaient les humbles arbustes de la terre, avec des dimensions phénoménales. Des lycopodes hauts de 100 pieds, des sigillaires géantes, des fougères arborescentes, grandes comme les sapins des hautes latitudes, des lépidodendrons à tiges cylindriques bifurquées, terminés par de longues feuilles et hérissés de poils rudes comme de monstrueuses plantes grasses. Étonnant, magnifique, splendide, s'écria mon oncle. Voilà toute la flore de la seconde époque du monde, de l'époque de transition. Voilà ces humbles plantes de nos jardins qui se faisaient arbres au premier siècle du globe. Regarde, Axel, admire. Jamais botaniste ne s'est trouvé à pareille fête. Vous avez raison, mon oncle. La Providence semble avoir voulu conserver dans cette serre immense ces plantes antédiluviennes que la sagacité des savants a reconstruites avec tant de bonheur. Tu dis bien, mon garçon, c'est une serre. Mais tu dirais mieux encore en ajoutant que c'est peut-être une ménagerie. Une ménagerie? Oui, sans doute. Vois cette poussière que nous foulons aux pieds, ces ossements épars sur le sol. Des ossements? m'écriai-je. Oui, des ossements d'animaux antédiluviens. Je m'étais précipité sur ces débris séculaires, faits d'une substance minérale indestructible. Je mettais sans hésiter un nom à ces os gigantesques qui ressemblaient à des troncs d'arbres desséchés. Voilà la mâchoire inférieure du mastodonte, disais-je. Voilà les molaires du dinotherium. Voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu'au plus grand de ces animaux, au mégatherium. Oui, c'est bien une ménagerie, car ces ossements n'ont certainement pas été transportés jusqu'ici par un cataclysme. Les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine, à l'ombre de ces plantes arborescentes. Tenez, j'aperçois des squelettes entiers. Et cependant, dit mon oncle, je ne comprends pas la présence de pareils quadrupèdes dans cette caverne de granit. Pourquoi? Parce que la vie animale n'a existé sur la Terre que période secondaire,
lorsque le terrain sédimentaire a été formé par les alluvions et a remplacé les roches incandescentes de l'époque primitive. Eh bien, Axel, il y a une réponse bien simple à faire à ton objection. C'est que ce terrain-ci est un terrain sédimentaire. Comment? À une pareille profondeur au-dessous de la surface de la Terre? Sans doute, et ce fait peut s'expliquer géologiquement. À une certaine époque, la Terre n'était formée que d'une écorce élastique, soumise à des mouvements alternatifs de haut et de bas, en vertu des lois de l'attraction. Il est probable que des affaissements du sol se sont produits et qu'une partie des terrains sédimentaires a été entraînée au fond des gouffres subitement ouverts. Cela doit être. Mais si des animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines, qui nous dit que l'un de ces monstres n'erre pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrière ces roches escarpées? À cette idée j'interrogeai, non sans effroi, les divers points de l'horizon, mais aucun être vivant n'apparaissait sur ces rivages déserts. J'étais un peu fatigué, j'allais m'asseoir alors à l'extrémité d'un promontoire au pied duquel les flots venaient se briser avec fracas. De là mon regard embrassait toute cette baie formée par une échancrure de la côte. Au fond, un petit port s'y trouvait ménagé entre les roches pyramidales. Ses eaux calmes dormaient à l'abri du vent. Un brick et deux ou trois goélettes auraient pu y mouiller à l'aise. Je m'attendais presque à voir quelques navires sortant, toutes voiles d'or, et prenant le large sous la brise du sud. Mais cette illusion se dissipa rapidement. Nous étions bien les seules créatures vivantes de ce monde souterrain. Par certaines accalmies du vent, un silence plus profond que les silences du désert descendait sur les rocs arides et pesait à la surface de l'océan. Je cherchais alors à percer les brumes lointaines, à déchirer ce rideau jeté sur le fond mystérieux de l'horizon. Quelle demande se pressait sur mes lèvres? Où finissait cette mer? Où conduisait-elle? Pourrions-nous jamais en reconnaître les rivages opposés? Mon oncle n'en doutait pas, pour son compte. Moi je le désirais, et je le craignais à la fois. Après une heure passée dans la contemplation de ce merveilleux spectacle, nous reprîmes le chemin de la grève pour regagner la grotte, et ce fut sur l'empire des plus étranges pensées que je m'endormis d'un profond sommeil. Fin du chapitre 30. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 31. Le lendemain, je me réveillai complètement guéri. Je pensais qu'un bain me serait très salutaire, et j'allais me plonger pendant quelques minutes dans les eaux de cette Méditerranée. Ce nom, à coup sûr, elle le méritait entre tous. Je revins déjeuner avec un bel appétit. Hans s'entendait à cuisiner notre petit menu, il avait de l'eau et du feu à sa disposition, de sorte qu'il put varier un peu notre ordinaire. Au dessert, il nous servit quelques tasses de café, et jamais ce délicieux breuvage ne me parut plus agréable à déguster. Maintenant, dit mon oncle, voici l'heure de la marée, et il ne faut pas manquer l'occasion d'étudier ce phénomène. Comment la marée? M'écriai-je. Sans doute. L'influence de la lune et du soleil se fait sentir juste ici? Pourquoi pas? Les corps ne sont-ils pas soumis dans leur ensemble à l'attraction universelle? Cette masse d'eau ne peut donc échapper à cette loi générale. Aussi, malgré la pression atmosphérique qui s'exerce à sa surface, tu vas la voir se soulever comme l'Atlantique lui-même. En ce moment, nous foulions le sable du rivage, et les vagues gagnaient peu à peu sur la grève. Voilà bien le flot qui commence, m'écriai-je. Oui, Axel, et d'après ces relais d'écume, tu peux voir que la mer s'élève d'une dizaine de pieds environ. C'est merveilleux. Non, c'est naturel. Vous avez beau dire, tout cela me paraît extraordinaire, et c'est à peine si j'en crois mes yeux. Qui eût jamais imaginé dans cette écorce terrestre un océan véritable, avec ses flux et ses reflux, avec ses brises, avec ses tempêtes? Pourquoi pas? Y a-t-il une raison physique qui s'y oppose? Je n'en vois pas du moment qu'il faut abandonner le système de la chaleur centrale. Donc juste ici la théorie de Davy se trouve justifiée? Évidemment, et dès lors rien ne contredit l'existence de mers ou de contrées à l'intérieur du globe. Sans doute, mais inhabitées.
Bon, pourquoi ces eaux ne donneraient-elles pas asile à quelques poissons d'une espèce inconnue? En tout cas, nous n'en avons pas aperçu un seul juste ici. Eh bien, nous pouvons fabriquer des lignes et voir si l'hameçon aura autant de succès ici-bas que dans les océans sublunaires. Nous essaierons, Axel, car il faut pénétrer tous les secrets de ces régions nouvelles. Mais où sommes-nous, mon oncle? Car je ne vous ai pas encore posé cette question à laquelle vos instruments ont dû répondre. Horizontalement, à 350 lieues de l'Islande. Tout autant, je suis sûr de ne pas me tromper de 500 toises. Et la boussole indique toujours le sud-est. Oui, avec une déclinaison occidentale de 19 degrés et 42 minutes, comme sur Terre absolument. Pour son inclinaison, il se passe un fait curieux que j'ai observé avec le plus grand soin. Et lequel? C'est que l'aiguille, au lieu de s'incliner vers le pôle, comme elle le fait dans l'hémisphère boréal, se relève au contraire. Il faut donc en conclure que le point d'attraction magnétique se trouve compris entre la surface du globe et l'endroit où nous sommes parvenus. Précisément, il est probable que, si nous arrivions sur les régions polaires, vers ce 70e degré où James Ross a découvert le pôle magnétique, nous verrions l'aiguille se dresser verticalement. Donc ce mystérieux centre d'attraction ne se trouve pas situé à une grande profondeur. En effet, voilà un fait que la science n'a pas soupçonné. La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles mènent peu à peu à la vérité. Et à quelle profondeur sommes-nous? À une profondeur de 35 lieues. Ainsi, dis-je en considérant la carte, la partie montagneuse de l'Écosse est au-dessus de nous, et là, les monts Grampians élèvent à une prodigieuse hauteur leurs cimes couvertes de neige. Oui, répondit le professeur en riant, c'est un peu lourd à porter, mais la voûte est solide. Le grand architecte de l'univers l'a construite en bons matériaux, et jamais l'homme ne put lui donner une pareille portée. Que sont les arches des ponts et les arceaux des cathédrales, près de cette nef d'un rayon de 3 lieues, sur laquelle un océan et des tempêtes peuvent se développer à leur aise. Oh, je ne crains pas que le ciel me tombe sur la tête. Maintenant, mon oncle, quels sont vos projets? Ne comptez-vous pas retourner à la surface du globe? Retourner, par exemple? Continuer notre voyage, au contraire, puisque tout a si bien marché jusqu'ici. Cependant, je ne vois pas comment nous pénétrerons sous cette plaine liquide. Aussi, je ne prétends pas m'y précipiter la tête la première. Mais si les océans ne sont, à proprement parler, que des lacs, puisqu'ils sont entourés de terre, à plus forte raison cette mer intérieure se trouve-t-elle circonscrite par le massif granitique. Cela n'est pas douteux. Eh bien, sur les rivages opposés, je suis certain de trouver de nouvelles issues. Quelle longueur supposez-vous donc à cet océan? 30 ou 40 lieues. Ah, fis-je, tout en imaginant que cette estime pouvait bien être inexacte. Ainsi nous n'en avons pas de temps à perdre, et dès demain nous prendrons la mer. Involontairement je cherchai des yeux le navire qui devait nous transporter. Ah, dis-je, nous nous embarquerons. Bien, et sur quel bâtiment prendrons-nous passage? Ce ne sera pas un bâtiment, mon garçon, mais sur un bon et solide radeau. Un radeau, m'écriai-je. Un radeau est aussi impossible à construire qu'un navire, et je ne vois pas trop. Tu ne vois pas, Axel, mais si tu écoutais, tu pourrais entendre. Entendre? Oui, certains coups de marteau qui t'apprendraient que Hans est déjà à l'œuvre. Il construit un radeau? Oui. Comment? Il a déjà fait tomber des arbres sous sa hache. Oh, les arbres étaient tout abattus. Viens et tu le verras à l'ouvrage. Après un quart d'heure de marche, de l'autre côté du promontoire qui formait le petit port naturel, j'aperçus Hans au travail, quelques pas encore, et je fus près de lui. À ma grande surprise, un radeau à demi terminé s'étendait sur le sable. Il était fait de poutres d'un bois particulier, et un grand nombre de mandriers, de courbes, de couples de toute espèce jonchaient littéralement le sol.
Il y avait là de quoi construire une marine entière. Mon oncle, m'écriai-je, quel est ce bois? C'est du pin, du sapin, du bouleau, toutes les espèces des conifères du Nord, minéralisées sous l'action des eaux de la mer. Est-il possible? C'est ce qu'on appelle du surtarbrandur, brandure, ou bois fossile. Mais alors, comme le lignite, il doit avoir la dureté de la pierre et il ne pourra flotter. Quelquefois cela arrive. Il y a de ces bois qui sont devenus de véritables anthracites, mais d'autres, tels que ceux-ci, n'ont encore subi qu'un commencement de transformation fossile. Regarde plutôt, ajouta mon oncle en jetant à la mer une de ces précieuses épaves. Le morceau de bois, après avoir disparu, revint à la surface des flots et oscilla au gré de leurs ondulations. Es-tu convaincu? Dit mon oncle. Convaincu, surtout que cela n'est pas croyable. Le lendemain soir, grâce à l'habileté du guide, le radeau était terminé. Il avait 10 pieds de long sur 5 de large, les poutres de surtarbrandur, reliées entre elles par de fortes cordes, offraient une surface solide, et une fois lancée, cette embarcation improvisée flotta tranquillement sur les eaux de la mer Lidenbrock. Fin du chapitre 31. Chapitre 32 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 32. Le 13 août, on se réveilla de bon matin. Il s'agissait d'inaugurer un nouveau genre de locomotion rapide et peu fatigant. Un mât fait de 2 bâtons jumelés, une vergue formée d'un troisième, une voile empruntée à nos couvertures, composaient tout le gréement du radeau. Les cordes ne manquaient pas, le tout était solide. À 6 heures, le professeur donna le signal d'embarquer. Les vivres, les bagages, les instruments, les armes et une notable quantité d'eau douce se trouvaient en place. Hans avait installé un gouvernail qui lui permettait de diriger son appareil flottant. Il se mit à la barre. Je détachai l'amarre qui nous retenait au rivage, la voile fut orientée et nous débordâmes rapidement. Au moment de quitter le petit port, mon oncle, qui tenait à sa nomenclature géographique, voulut lui donner un nom, le mien, entre autres. Ma foi, dis-je, j'en ai un autre à vous proposer. Lequel? Le nom de Graüben. Port Graüben, cela fera très bien sur la carte. Va pour Port Graüben. Et voilà comment le souvenir de ma chère Virlandaise se rattacha à notre heureuse expédition. La brise soufflait du nord-est. Nous filions vent arrière avec une extrême rapidité. Les couches très denses de l'atmosphère avaient une poussée considérable et agissaient sur la voile comme un puissant ventilateur. Au bout d'une heure, mon oncle avait pu se rendre compte de notre vitesse. Si nous continuons à marcher ainsi, dit-il, nous ferons au moins 30 lieues par 24 heures, et nous ne tarderons pas à reconnaître les rivages opposés. Je ne répondis pas, et j'allai prendre place à l'avant du radeau. Déjà, la côte septentrionale s'abaissait à l'horizon. Les 2 bras du rivage s'ouvraient largement, comme pour faciliter notre départ. Devant mes yeux s'étendait une mer immense. De grands nuages promenaient rapidement à sa surface leur ombre grisâtre qui semblait peser sur cette eau morne. Les rayons argentés de la lumière électrique, réfléchis çà et là par quelques gouttelettes, faisaient éclore des points lumineux sur les côtés de l'embarcation. Bientôt toute terre fut perdue de vue, tout point de repère disparut, et, sans le sillage écumeux du radeau, j'aurais pu croire qu'il demeurait dans une parfaite immobilité. Vers midi, des algues immenses vinrent onduler à la surface des flots. Je connaissais la puissance végétative de ces plantes, qui rampent à une profondeur de plus de 12 000 pieds au fond des mers, se reproduisent sous une pression de près de 400 atmosphères et forment souvent des bancs assez considérables pour entraver la marche des navires, mais jamais, je crois, algues ne furent plus gigantesques que celles de la mer Lidenbrock.
Notre radeau longea des fucus longs de 3 et 4 000 pieds, immenses serpents qui se développaient hors de la portée de la vue. Je m'amusais à suivre du regard leurs rubans infinis, croyant toujours en atteindre l'extrémité, et pendant des heures entières ma patience était trompée, sinon mon étonnement. Quelle force naturelle pouvait produire de telles plantes, et quel devait être l'aspect de la terre au premier siècle de sa formation, quand, sous l'action de la chaleur et de l'humidité, le règne végétal se développait seul à sa surface? Le soir arriva, et, ainsi que je l'avais remarqué la veille, l'état lumineux de l'air ne subit aucune diminution. C'était un phénomène constant sur la durée duquel on pouvait compter. Après le souper, je m'étendis au pied du mât, et je ne tardai pas à m'endormir au milieu d'indolentes rêveries. Hans, immobile au gouvernail, laissait courir le radeau, qui, d'ailleurs, poussé vent arrière, ne demandait même pas à être dirigé. Depuis notre départ de Port Graüben, le professeur Lidenbrock m'avait chargé de tenir le journal du bord, de noter les moindres observations, de consigner les phénomènes intéressants, la direction du vent, la vitesse acquise, le chemin parcouru, en un mot, tous les incidents de cette étrange navigation. Je me bornerai donc à reproduire ici ces notes quotidiennes, écrites pour ainsi dire sous la dictée des événements, afin de donner un récit plus exact de notre traversée. Vendredi 14 août. Brise égale du nord-ouest. Le radeau marche avec rapidité et en ligne droite. La côte reste à 30 lieues sous le vent. Rien à l'horizon. L'intensité de la lumière ne varie pas. Beau temps, c'est-à-dire que les nuages sont fort élevés, peu épais et baignés dans une atmosphère blanche, comme serait de l'argent en fusion. Thermomètre, plus 32 degrés centigrades. À midi, Hans prépare un hameçon à l'extrémité d'une corde. Il l'amorce avec un petit morceau de viande et le jette à la mer. Pendant 2 heures, il ne prend rien. Ces eaux sont donc inhabitées? Non. Une secousse se produit. Hans tire sa ligne et ramène un poisson qui se débat vigoureusement. « Un poisson » s'écrie mon oncle. « C'est un esturgeon » m'écriai-je à mon tour. « Un esturgeon de petite taille ?» Le professeur regarde attentivement l'animal et ne partage pas mon opinion. Ce poisson a la tête plate, arrondie, et la partie antérieure du corps couverte de plaques osseuses. Sa bouche est privée de dents. Des nageoires pectorales assez développées sont ajustées à son corps dépourvu de queue. Cet animal appartient bien à un ordre où les naturalistes ont classé l'esturgeon, mais il en diffère par des côtés assez essentiels. Mon oncle ne s'y trompe pas, car après un court examen, il dit « Ce poisson appartient à une famille éteinte depuis des siècles, et dont on retrouve des traces fossiles dans le terrain dévonien. »« Comment ?» dis-je. « Nous aurions pu prendre vivant un de ces habitants des mers primitives ?»« Oui, » répond le professeur en continuant ses observations, « et tu vois que ces poissons fossiles n'ont aucune identité avec les espèces actuelles. Or, tenir un de ces êtres vivants, c'est un véritable bonheur de naturaliste. Mais à quelle famille appartient-il? À l'ordre des ganoïdes, famille des céphalaspides, genre... Eh bien, genre des ptéryctis, j'en jurerais. Mais celui-ci offre une particularité qui, dit-on, se rencontre chez les poissons des eaux souterraines. Laquelle? Il est aveugle. Aveugle? Non seulement aveugle, mais l'organe de la vue lui manque absolument. Je regarde, rien n'est plus vrai. Mais ce peut être un cas particulier. La ligne est donc amorcée de nouveau et rejetée à la mer. Cet océan, à coup sûr, est fort poissonneux, car en 2 heures nous prenons une grande quantité de ptéryctis, ainsi que des poissons appartenant à une famille également éteinte, les diptérides, mais dont mon oncle ne peut reconnaître le genre. Tous sont dépourvus de l'organe de la vue. Cette pêche inespérée renouvelle avantageusement nos provisions. Ainsi donc, cela paraît constant, cette mer ne renferme que des espèces fossiles, dans lesquelles les poissons comme les reptiles sont d'autant plus parfaits que leur création est plus ancienne.
peut-être rencontrerons-nous quelques-uns de ces sauriens que la science a su refaire avec un bout d'ossement ou de cartilage. Je prends la lunette et j'examine la mer. Elle est déserte. Sans doute nous sommes encore trop rapprochés des côtes. Je regarde dans les airs. Pourquoi quelques-uns de ces oiseaux reconstruits par l'immortel Cuvier ne battraient-ils pas de leurs ailes ces lourdes couches atmosphériques? Les poissons leur fourniraient une suffisante nourriture. J'observe l'espace, mais les airs sont inhabités comme les rivages. Cependant, mon imagination m'emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie. Je rêve tout éveillé. Je crois voir à la surface des eaux ces énormes quercites, ces tortues antédiluviennes, semblables à des îlots flottants. Il me semble que sur les grèves assombries passent les grands mammifères des premiers jours, le leptotherium, trouvé dans les cavernes du Brésil, le méricotherium, venu des régions glacées de la Sibérie. Plus loin, le pachyderme lophiodon, ce tapir gigantesque, se cache derrière les rocs, prêt à disputer sa proie à l'anoplotherium, animal étrange qui tient du rhinocéros, du cheval, de l'hippopotame et du chameau, comme si le Créateur, pressé aux premières heures du monde, eût réuni plusieurs animaux en un seul. Le mastodonte géant fait tournoyer sa trompe et broie sous ses défenses les rochers du rivage, tandis que le mégatherium, arc-bouté sur ses énormes pattes, fouille la terre en éveillant par ses rugissements l'écho des granits sonores. Plus haut, le protopithèque, le premier singe apparu à la surface du globe, gravit les cimes ardues. Plus haut encore, le ptérodactyle, à la main ailée, glisse comme une large chauve-souris sur l'air comprimé. Enfin, dans les dernières couches, des oiseaux immenses, plus puissants que le casoar, plus grands que l'autruche, déploient leurs vastes ailes et vont donner de la tête contre la paroi de la voûte granitique. Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination. Je me reporte aux époques bibliques de la création, bien avant la naissance de l'homme, lorsque la terre incomplète ne pouvait lui suffire encore. Mon rêve alors devance l'apparition des êtres animés. Les mammifères disparaissent, puis les oiseaux, puis les reptiles de l'époque secondaire, et enfin les poissons, les crustacés, les mollusques, les articulés. Les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour. Toute la vie de la terre se résume en moi, et mon cœur est seul à battre dans ce monde dépeuplé. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de climat. La chaleur propre du globe s'accroît sans cesse et neutralise celle de l'astre radieux. La végétation s'exagère. Je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes, foulant de mon pas incertain les marnes irisées et les grès bigarrés du sol. Je m'appuie au tronc des conifères immenses, je me couche à l'ombre des sphénophiles, des astérophiles et des lycopodes hauts de 100 pieds. Les siècles s'écoulent comme des jours. Je remonte la série des transformations terrestres. Les plantes disparaissent, les roches granitiques perdent leur dureté, l'état liquide va remplacer l'état solide sous l'action d'une chaleur plus intense. Les eaux courent à la surface du globe, elles bouillonnent, elles se volatilisent. Les vapeurs enveloppent la terre, qui peu à peu ne forme plus qu'une masse gazeuse, portée au rouge blanc, grosse comme le soleil et brillante comme lui. Au centre de cette nébuleuse, 1400 000 fois plus considérable que ce globe qu'elle va former un jour, je suis entraîné dans les espaces planétaires. Mon corps se subtilise, se sublime à son tour, et se mélange comme un atome impondérable à ces immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leur orbite enflammée. Quel rêve! Où m'emporte-t-il? Ma main fiévreuse en jette sur le papier les étranges détails. J'ai tout oublié, et le professeur, et le guide, et le radeau. Une hallucination s'est emparée de mon esprit. Qu'as-tu? dit mon oncle. Mes yeux tout ouverts se fixent sur lui sans le voir. Prends garde, Axel, tu vas tomber à la mer. En même temps, je me sens saisir vigoureusement par la main de Hans. Sans lui, sous l'empire de mon rêve,
je me précipitai dans les flots. Est-ce qu'il devient fou? S'écrie le professeur. Qu'y a-t-il? Dis-je enfin, en revenant à moi. Es-tu malade? Non, j'ai eu un moment d'hallucination, mais il est passé. Tout va bien d'ailleurs. Oui, bonne brise, belle-mère. Nous filons rapidement. Et si mon estime ne m'a pas trompé, nous ne pouvons tarder à atterrir. À ces paroles, je me lève, je consulte l'horizon, mais la ligne d'eau se confond toujours avec la ligne des nuages. Fin du chapitre 32. Chapitre 33 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 33. Samedi 15 août. La mer conserve sa monotone uniformité. Nulle terre n'est en vue. L'horizon paraît excessivement reculé. J'ai la tête encore alourdie par la violence de mon rêve. Mon oncle n'a pas rêvé, lui, mais il est de mauvaise humeur. Il parcourt tous les points de l'espace avec sa lunette et se croise les bras d'un air dépité. Je remarque que le professeur Lidenbrock tend à redevenir l'homme impatient du passé, et je consigne le fait sur mon journal. Il a fallu mes dangers et mes souffrances pour tirer de lui quelque étincelle d'humanité, mais depuis ma guérison, la nature a repris le dessus. Et cependant, pourquoi s'emporter? Le voyage ne s'accomplit-il pas dans les circonstances les plus favorables? Est-ce que le radeau ne file pas avec une merveilleuse rapidité? Vous semblez inquiet, mon oncle, dis-je en le voyant souvent porter la lunette à ses yeux. Inquiet? Non. Impatient alors? On le serait à moi. Cependant, nous marchons avec vitesse. Que m'importe? Ce n'est pas la vitesse qui est trop petite, c'est la mer qui est trop grande. Je me souviens alors que le professeur, avant notre départ, estimait à une trentaine de lieues la longueur de ce souterrain. Or nous avons parcouru un chemin 3 fois plus long et les rivages du sud n'apparaissent pas encore. Nous ne descendons pas, reprend le professeur. Tout cela est du temps perdu, et en somme, je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de bateau sur un étang. Il appelle cette traversée une partie de bateau, et cette mer un étang. Mais, dis-je, puisque nous avons suivi la route indiquée par Saknussemm. C'est la question. Avons-nous suivi cette route? Saknussemm a-t-il rencontré cette étendue d'eau? L'a-t-il traversée? Ce ruisseau que nous avons pris pour guide ne nous a-t-il pas complètement égarés? En tout cas, nous ne pouvons regretter d'être venus jusqu'ici. Ce spectacle est magnifique et... Il ne s'agit pas de voir. Je me suis proposé un but et je veux l'atteindre. Ainsi ne me parle pas d'admirer. Je me le tiens pour dit et je laisse le professeur se ronger les lèvres d'impatience. À 6 heures du soir, on se réclame sa paye et ses 3 riksdals lui sont comptés. Dimanche 16 août. Rien de nouveau, même temps. Le vent a une légère tendance à fraîchir. En me réveillant, mon premier soin est de constater l'intensité de la lumière. Je crains toujours que le phénomène électrique ne vienne à s'obscurcir, puis à s'éteindre. Il n'en est rien, l'ombre du radeau est nettement dessinée à la surface des flots. Vraiment, cette mer est infinie. Elle doit avoir la largeur de la Méditerranée, ou même de l'Atlantique, pourquoi pas. Mon oncle sonde à plusieurs reprises. Il attache un des plus lourds pics à l'extrémité d'une corde qu'il laisse filer de 200 brasses. Pas de fond. Nous avons beaucoup de peine à ramener notre sonde. Quand le pic est remonté à bord, Hans me fait remarquer à sa surface des empreintes fortement accusées. On dirait que ce morceau de fer a été vigoureusement serré entre 2 cordures. Je regarde le chasseur. Tonder, fait-il. Je ne comprends pas. Je me tourne vers mon oncle, qui est entièrement absorbé dans ses réflexions. Je ne me soucie pas de le déranger, je reviens vers l'Islandais. Celui-ci, ouvrant et refermant plusieurs fois la bouche, me fait comprendre sa pensée. Des dents, dis-je avec stupéfaction
en considérant plus attentivement la barre de fer. Oui, ce sont bien des dents dont l'empreinte s'est incrustée dans le métal. Les mâchoires qu'elles garnissent doivent posséder une force prodigieuse. Est-ce un monstre des espèces perdues qui s'agite sous la couche profonde des eaux, plus vorace que le squale, plus redoutable que la baleine? Je ne puis détacher mes regards de cette barre à demi rongée. Mon rêve de la nuit dernière va-t-il devenir une réalité? Ces pensées m'agitent pendant tout le jour, et mon imagination se calme à peine dans un sommeil de quelques heures. Lundi 17 août. Je cherche à me rappeler les instincts particuliers à ces animaux antédiluviens de l'époque secondaire, qui, succédant aux mollusques, aux crustacés et aux poissons, précédèrent l'apparition des mammifères sur le globe. Le monde appartenait alors aux reptiles. Ces monstres régnaient en maîtres dans les mers jurassiques. La nature leur avait accordé la plus complète organisation. Quelle gigantesque structure, quelle force prodigieuse! Les sauriens actuels, alligators ou crocodiles, les plus gros et les plus redoutables, ne sont que des réductions affaiblies de leurs pères des premiers âges. Je frissonne à l'évocation que je fais de ces monstres. Nul œil humain ne les a vus vivants. Ils apparurent sur la Terre 1000 siècles avant l'homme, mais leurs ossements fossiles retrouvés dans ce calcaire argileux que les Anglais nomment le lias ont permis de les reconstruire anatomiquement et de connaître leur colossale conformation. J'ai vu au muséum de Hambourg le squelette de l'un de ces sauriens qui mesurait 30 pieds de longueur. Suis-je donc destiné, moi, habitant de la Terre, me trouver face à face avec ces représentants d'une famille antédiluvienne? Non, c'est impossible. Cependant, la marque des dents puissantes est gravée sur la barre de fer, et leurs empreintes, je reconnais qu'elles sont coniques comme celles du crocodile. Mes yeux se fixent avec effroi sur la mer. Je crains de voir s'élancer l'un de ces habitants des cavernes sous-marines. Je suppose que le professeur Lidenbrock partage mes idées, sinon mes craintes, car après avoir examiné le pic, il parcourt l'océan du regard. Au diable, dis-je en moi-même, cette idée qu'il a eue de sonder. Il a troublé quelque animal marin dans sa retraite, et si nous ne sommes pas attaqués en route, je jette un coup d'œil sur les armes, et je m'assure qu'elles sont en bon état. Mon oncle me voit faire et m'approuve du geste. Déjà, de larges agitations produites à la surface des flots indiquent le trouble des couches reculées. Le danger est proche, il faut veiller. Mardi 18 août. Le soir arrive, ou plutôt le moment où le sommeil alourdit nos paupières, car la nuit manque à cet océan, et l'implacable lumière fatigue obstinément nos yeux, comme si nous naviguions sous le soleil des mers arctiques. Hans est à la barre, pendant son quart, je m'endors. 2 heures après, une secousse épouvantable me réveille. Le radeau a été soulevé hors des flots avec une indescriptible puissance et rejeté à 20 toises de là. Qu'y a-t-il? S'écria mon oncle. Avons-nous touché? Hans montre du doigt, à une distance de 200 toises, une masse noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour. Je regarde et je m'écrie. C'est un marsouin colossal. Oui, réplique mon oncle, et voilà maintenant un lézard de mer d'une grosseur peu commune. Et plus loin, un crocodile monstrueux. Voyez sa large mâchoire et les rangées de dents dont elle est armée. Ah, il disparaît. Une baleine, une baleine, s'écrie alors le professeur. J'aperçois ses nageoires énormes. Vois l'air et l'eau qu'elle chasse par ses évents. En effet, 2 colonnes liquides s'élèvent à une hauteur considérable au-dessus de la mer. Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés en présence de ce troupeau de monstres marins. Ils ont des dimensions surnaturelles, et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup de dent. Hans veut mettre la barre au vent afin de fuir ce voisinage dangereux, mais il aperçoit sur l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables, une tortue large de 40 pieds et un serpent long de 30, qui darde sa tête énorme au-dessus des flots. Impossible de fuir, ces reptiles s'approchent. Ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler. Ils tracent autour de lui des cercles concentriques. J'ai pris ma carabine.
Mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces animaux est recouvert? Nous sommes muets d'effroi. Les voici qui s'approchent. D'un côté le crocodile, de l'autre le serpent. Le reste du troupeau marin a disparu. Je vais faire feu. On se m'arrête d'un signe. Les deux monstres passent à 50 toises du radeau, se précipitent l'un sur l'autre, et leur fureur les empêche de nous apercevoir. Le combat s'engage à 100 toises du radeau. Nous voyons distinctement les deux monstres aux prises. Mais il me semble que, maintenant, les autres animaux viennent prendre part à la lutte. Le marsouin, la baleine, le lézard, la tortue. À chaque instant, je les entrevois. Je les montre à l'Islandais. Celui-ci remue la tête négativement. Tva, fait-il. Quoi deux? Il prétend que deux animaux seulement? Il a raison, s'écria mon oncle, dont la lunette n'a pas quitté les yeux. Par exemple, oui, le premier de ces monstres a le museau d'un marsouin, la tête d'un lézard, les dents d'un crocodile, et voilà ce qui nous a trompés. C'est le plus redoutable des reptiles antédiluviens, l'Ichthyosaurus. Et l'autre? L'autre c'est un serpent caché dans la carapace d'une tortue, le terrible ennemi du premier, le Plesiosaurus. On s'est dit vrai. Deux monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer, et j'ai devant les yeux deux reptiles des océans primitifs. J'aperçois l'œil sanglant de l'Ichthyosaurus, gros comme la tête d'un homme. La nature l'a doué d'un appareil d'optique d'une extrême puissance et capable de résister à la pression des couches d'eau dans les profondeurs qu'il habite. On l'a justement nommé la baleine des sauriens, car elle en a la rapidité et la taille. Celui-ci ne mesure pas moins de 100 pieds, et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue. Sa mâchoire est énorme, et d'après les naturalistes, elle ne compte pas moins de 182 dents. Le Plesiosaurus, serpent à tronc cylindrique, à queue courte, a les pattes disposées en forme de rame. Son corps est entièrement revêtu d'une carapace, et son cou, flexible comme celui du cygne, se dresse à 30 pieds au-dessus des flots. Ces animaux s'attaquent avec une indescriptible furie. Ils soulèvent des montagnes liquides qui s'étendent jusqu'au radeau. 20 fois nous sommes sur le point de chavirer. Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre. Les deux bêtes sont enlacées. Je ne puis les distinguer l'une de l'autre. Il faut tout craindre de la rage du vainqueur. 1 heure, 2 heures se passent. La lutte continue avec le même acharnement. Les combattants se rapprochent du radeau et s'en éloignent tour à tour. Nous restons immobiles, prêts à faire feu. Soudain, l'Ichthyosaurus et le Plesiosaurus disparaissent en creusant un véritable maelstrom. Le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer? Mais tout à coup, une tête énorme s'élance au dehors, la tête du Plesiosaurus. Le monstre est blessé à mort. Je n'aperçois plus son immense carapace, seulement son long cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe, cingle les flots comme un fouet gigantesque et se tord comme un verre coupé. L'eau rejaillit à une distance considérable, elle nous aveugle. Mais bientôt l'agonie du reptile touche à sa fin, ses mouvements diminuent, ses contorsions s'apaisent, et ce long tronçon de serpent s'étend comme une masse inerte sur les flots calmés. Quant à l'Ichthyosaurus, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine, ou va-t-il reparaître à la surface de la mer? Fin du chapitre 33. Chapitre 34 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement à LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 34. Mercredi 19 août. Heureusement, le vent, qui souffle avec force, nous a permis de fuir rapidement le théâtre du combat. Hans est toujours au gouvernail. Mon oncle, tiré de ses absorbantes idées par les incidents de ce combat, retombe dans son impatiente contemplation de la mer. Le voyage reprend sa monotone uniformité, que je ne tiens pas à rompre au prix des dangers d'hier. Jeudi 20 août. Brise du nord-nord-est assez inégale.
Température chaude. Nous marchons avec une vitesse de 3 lieues et demie à l'heure. Vers midi, un bruit très éloigné se fait entendre. Je consigne ici le fait sans pouvoir en donner l'explication. C'est un mugissement continu. Il y a au loin, dit le professeur, quelques rochers ou quelques îlots sur lesquels la mer se brise. Hans se hisse au sommet du mât, mais ne signale aucun écueil. L'océan est uni jusqu'à sa ligne d'horizon. 3 heures se passent. Les mugissements semblent provenir d'une chute d'eau éloignée. Je le fais remarquer à mon oncle, qui secoue la tête. J'ai pourtant la conviction que je ne me trompe pas. Courons-nous donc à quelque cataracte qui nous précipitera dans l'abîme? Que cette manière de descendre plaise au professeur, parce qu'elle se rapproche de la verticale. C'est possible, mais à moi... En tout cas, il doit y avoir quelques lieues au vent un phénomène bruyant, car maintenant les mugissements se font entendre avec une grande violence. Viennent-ils du ciel ou de l'océan? Je porte mes regards vers les vapeurs suspendues dans l'atmosphère, et cherche à sonder leur profondeur. Le ciel est tranquille. Les nuages, emportés au plus haut de la voûte, semblent immobiles et se perdent dans l'instance irradiation de la lumière. Il faut donc chercher ailleurs la cause du phénomène. J'interroge alors l'horizon pur et dégagé de toute brume. Son aspect n'a pas changé. Mais si ce bruit vient d'une chute, d'une cataracte, si tout cet océan se précipite dans un bassin inférieur, si ces mugissements sont produits par une masse d'eau qui tombe, le courant doit s'activer, et sa vitesse croissante peut me donner la mesure du péril dont nous sommes menacés. Je consulte le courant. Il est nul. Une bouteille vide que je jette à la mer reste sous le vent. Vers 4 heures, Hans se lève, se cramponne au mât et monte à son extrémité. De là, son regard parcourt l'arc de cercle que l'océan décrit devant le radeau et s'arrête à un point. Sa figure n'exprime aucune surprise, mais son poil est devenu fixe. « Il a vu quelque chose, » dit mon oncle. Je le crois. Hans redescend, puis étend son bras vers le sud en disant « Derner !»« Là-bas, répond mon oncle. Et saisissant sa lunette, il regarde attentivement pendant une minute, qui me paraît un siècle. Oui, oui, s'écrie-t-il. Que voyez-vous? Une gerbe immense qui s'élève au-dessus des flots. Encore quelque animal marin? Allons mettre le cap plus à l'ouest, car nous savons à quoi nous en tenir sur le danger de rencontrer ces monstres antédiluviens. Laissons aller, répond mon oncle. Je me retourne vers Hans. Hans maintient sa barre avec une inflexible rigueur. Cependant, si de la distance qui nous sépare de cet animal et qu'il faut estimer à 12 lieues au moins, on peut apercevoir la colonne d'eau chassée par ces évents. Il doit être d'une taille surnaturelle. Fuir serait se conformer aux lois de la plus vulgaire prudence. Mais nous ne sommes pas venus ici pour être prudents. On va donc en avant. Plus nous approchons, plus la gerbe grandit. Quel monstre peut s'emplir d'une pareille quantité d'eau et l'expulser sans interruption? À 8 heures du soir, nous ne sommes pas à 2 lieues de lui. Son corps noirâtre, énorme, monstrueux, s'étend dans la mer comme un îlot. Est-ce illusion? Est-ce effroi? Sa longueur me paraît dépasser 1000 toises. Quel est donc ce cétacé que n'ont prévu ni les Cuvier ni les Blumenbach? Il est impossible, et comme endormi, la mer semble ne pas pouvoir le soulever, et ce sont les vagues qui ondulent sur ses flancs. La colonne d'eau, projetée à une hauteur de 500 pieds, retombe avec un bruit assourdissant. Nous courons en insensé vers cette masse puissante que 100 baleines ne nourriraient pas pour un jour. La terreur me prend. Je ne veux pas aller plus loin. Je couperai, s'il le faut, la drisse de la voile. Je me révolte contre le professeur qui ne me répond pas. Tout à coup, Hans se lève, et montrant du doigt le poing menaçant, « Holmes, dit-il. »« Une île, s'écrie mon oncle. »« Une île, dis-je à mon tour en haussant les épaules. »« Évidemment, répond le professeur en poussant un vaste éclat de rire. »« Mais cette colonne d'eau. »« Geyser, fait Hans. »« Et, sans doute, Geyser riposte mon oncle, un geyser pareil à ceux de l'Islande. Je ne veux pas, d'abord, m'être trompé si grossièrement.
avoir pris un îlot pour un monstre marin. Mais l'évidence se fait, il faut enfin contenir mon erreur. Il n'y a là qu'un phénomène naturel. À mesure que nous approchons, les dimensions de la gerbe liquide deviennent grandioses. L'îlot représente, à s'y méprendre, un cétacé immense dont la tête domine les flots à une hauteur de 10 toises. Le geyser, mot que les Islandais prononcent geysir et qui signifie fureur, s'élève majestueusement à son extrémité. De sourdes détonations éclatent par instants, et l'énorme jet, pris de colère plus violente, secoue son panache de vapeur en bondissant jusqu'à la première couche de nuages. Il est seul. Ni fumerolles, ni sources chaudes ne l'entourent, et de toute la puissance volcanique se résume en lui. Les rayons de la lumière électrique viennent se mêler à cette gerbe éblouissante, dont chaque goutte se nuance de toutes les couleurs du prisme. « Accostons, dit le professeur. Mais il faut éviter avec soin cette trompe d'eau, qui coulerait le radeau en un instant. Hans, manœuvrant adroitement, nous amène à l'extrémité de l'îlot. Je saute sur le roc, mon oncle me suit lestement, tandis que le chasseur demeure à son poste, comme un homme au-dessus de ses étonnements. Nous marchons sur un granit mêlé de tufs siliceux. Le sol frissonne sous nos pieds, comme les flancs d'une chaudière où se tord la vapeur surchauffée. Il est brûlant. Nous arrivons en vue d'un petit bassin central d'où s'élève le geyser. Je plonge dans l'eau qui coule en bouillonnant un thermomètre à déversement et il marque une chaleur de 163 degrés. Ainsi donc, cette eau sort d'un foyer ardent. Cela contredit singulièrement les théories du professeur Lindenbrook. Je ne pus m'empêcher d'en faire la remarque. Eh bien, réplique-t-il, qu'est-ce que cela prouve contre ma doctrine? Rien, dis-je d'un ton sec, en voyant que je me heurte à un entêtement absolu. Néanmoins, je suis forcé d'avouer que nous sommes singulièrement favorisés jusqu'ici, et que, pour une raison qui m'échappe, ce voyage s'accomplit dans des conditions particulières de température. Mais il me paraît évident, certain, que nous arrivons à un jour ou à un autre à ces régions où la chaleur centrale atteint les hautes limites et dépasse toutes les graduations des thermomètres. Nous verrons bien. C'est le mot du professeur qui, après avoir baptisé cet îlot volcanique du nom de son neveu, donne le signal de ses rembarquements. Je reste cependant quelques minutes encore à contempler le geyser. Je remarque que son jet est irrégulier dans ses accès, qu'il diminue parfois d'intensité, puis reprend avec une nouvelle vigueur, ce que j'attribue aux variations de pression des vapeurs accumulées dans son réservoir. Enfin nous partons en contournant les roches très accordes du sud. Hans a profité de cette halte pour remettre le radeau en état. Mais avant de déborder, je fais quelques observations pour calculer la distance parcourue et je les note sur mon journal. Nous avons franchi 270 lieues de mer depuis Port Graben et nous sommes à 620 lieues de l'Islande sous l'Angleterre. Fin du chapitre 34. Chapitre 35 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 35. Vendredi 21 août. Le lendemain, le magnifique geyser a disparu. Le vent a fraîchi et nous a rapidement éloignés de l'îlot Axel. Les mugissements se sont éteints peu à peu. Le temps, s'il est permis de s'exprimer ainsi, va changer avant peu. L'atmosphère se charge de vapeur qui emporte avec elle l'électricité formée par l'évaporation des eaux salines. Les nuages s'abaissent sensiblement et prennent une teinte uniformément olivâtre. Les rayons électriques peuvent à peine percer cet opaque rideau baissé sur le théâtre où va se jouer le drame des tempêtes. Je me sens particulièrement impressionné, comme laisse sur terre toute créature à l'approche d'un cataclysme. Les cumulus, entassés dans le sud, présentent un aspect sinistre. Ils ont cette apparence impitoyable que j'ai souvent remarquée au début des orages. L'air est lourd et la mer est calme. Au loin, les nuages ressemblent à de grosses balles de coton amoncelées dans un pittoresque désordre. Peu à peu, ils se gonflent et perdent en nombre, ce qui gagne en grandeur.
Leur pesanteur est telle qu'ils ne peuvent se détacher de l'horizon. Mais au souffle des courants élevés, ils se fondent peu à peu, s'assombrissent et présentent bientôt une couche unique d'un aspect redoutable. Parfois une pelote de vapeur, encore éclairée, rebondit sur ce tapis grisâtre et va se perdre bientôt dans la masse opaque. Évidemment, l'atmosphère est saturée de fluide. J'en suis tout imprégné, mes cheveux se dressent sur ma tête comme aux abords d'une machine électrique. Il semble que, si mes compagnons me touchaient en ce moment, ils recevraient une commotion violente. À 10 heures du matin, les symptômes de l'orage sont plus décisifs. On dirait que le vent mollit pour mieux reprendre leur haleine. La nuit ressemble à une outre immense dans laquelle s'accumulent les ouragans. Je ne veux pas croire aux menaces du ciel, et cependant je ne puis m'empêcher de dire « Voilà du mauvais temps qui se prépare ». Le professeur ne répond pas. Il est d'une humeur massacrante à voir l'océan se prolonger indéfiniment devant ses yeux. Il hausse les épaules à mes paroles. Nous aurons de l'orage, dis-je en étendant la main vers l'horizon. Ces nuages s'abaissent sur la mer comme pour l'écraser. Silence général. Le vent se tait. La nature a l'air d'une morte et ne respire plus. Sur le mât, où je vois déjà poindre un léger feu Saint-Elme, la voile détendue tombe en plis lourds. Le radeau est immobile au milieu d'une mer épaisse et sans ondulation. Mais si nous ne marchons plus, à quoi bon conserver cette toile qui ne peut nous mettre en perdition au premier choc de la tempête? Amenons-la, dis-je, abattons notre mât. Cela sera plus prudent. Non, par le diable! S'écrie mon oncle. Non, 100 fois non! Que le vent nous saisisse, que l'orage nous emporte, mais que j'aperçoive enfin les rochers rivages, quand notre radeau devra s'y briser en 1000 pièces. Ces paroles ne sont pas achevées que l'horizon du sud change subitement d'aspect. Les vapeurs accumulées se résolvent en eau, et l'air, violemment appelé pour combler les vides produits par la condensation, se fait ouragan. Il vient des extrémités les plus reculées de la caverne. L'obscurité redouble. C'est à peine si je puis prendre quelques notes incomplètes. Le radeau se soulève. Il bondit. Mon oncle est jeté de son haut. Je me traîne jusqu'à lui. Il s'est fortement cramponné à un bout de câble et paraît considérer avec plaisir ce spectacle des éléments déchaînés. Hans ne bouge pas. Ses longs cheveux, repoussés par l'ouragan et ramenés sur sa face immobile, lui donnent une étrange physionomie, car chacune de leurs extrémités est hérissée de petites aigrettes lumineuses. Son masque effrayant est celui d'un homme antédiluvien, contemporain des ichthyosaures et des mégathériums. Cependant, le mât résiste. La voile se tend comme une bulle prête à crever. Le radeau file avec un emportement que je ne puis estimer, mais moins vite encore que ces gouttes d'eau déplacées sous lui, dont la rapidité fait des lignes droites et nettes. La voile, dis-je, en faisant signe de la baisser. Non, répond mon oncle. Neige, fait Hans en remuant doucement la tête. Cependant, la pluie forme une cataracte mugissante devant cet horizon vers lequel nous courons en insensé. Mais avant qu'elle n'arrive jusqu'à nous, le voile de nuages se déchire. La mer entre en ébullition et l'électricité, produite par une vaste action chimique qui s'opère dans les couches supérieures, est mise en jeu. Aux éclats de tonnerre se mêlent les jets intelligents de la foudre. Des éclairs sans nombre s'entrecroisent au milieu des détonations. La masse des vapeurs devint incandescente. Les grêlons qui frappent le métal de nos outils ou de nos armes se font lumineux. Les vagues soulevées semblent être autant de mamelons ignivomes sous lesquels couvre un feu intérieur, et dont chaque crête est empanachée d'une flamme. Mes yeux sont éblouis par l'intensité de la lumière, mes oreilles brisées par le fracas de la foudre. Il faut me retenir au mât qui plie comme un roseau sous la violence de l'ouragan. Ici mes notes de voyage deviennent très incomplètes. Je n'ai plus retrouvé que quelques observations fugitives et prises machinalement pour ainsi dire. Mais dans leur brièveté, dans leur obscurité même, elles sont empreintes de l'émotion qui me dominait, et mieux que ma mémoire, elles donnent le sentiment de notre situation. Dimanche 23 août. Où sommes-nous? Emportés avec une incomparable rapidité. La nuit a été épouvantable. L'orage ne se calme pas. Nous vivons dans un milieu de bruit, une détonation incessante. Nos oreilles saignent. On ne peut échanger une parole.
Les éclairs ne discontinuent pas. Je vois des zigzags rétrogrades qui, après un jet rapide, reviennent de bas en haut et vont frapper la voûte de granit. Si elle allait s'écrouler! D'autres éclairs bifurquent ou prennent la forme de globes de feu qui éclatent comme des bombes. Le bruit général ne paraît pas s'en accroître. Il a dépassé la limite d'intensité que peut percevoir l'oreille humaine, et, quand toutes les poudrières du monde viendraient à sauter ensemble, nous ne saurions en entendre davantage. Il y a une émission continue de lumière à la surface des nuages. La matière électrique se dégage incessamment de leurs molécules. Évidemment, les principes gazeux de l'air sont altérés. Des colonnes d'eau innombrables s'élancent dans l'atmosphère et retombent en écumant. Où allons-nous? Mon ongle est couché de tout son long à l'extrémité du radeau. La chaleur redouble. Je regarde le thermomètre, il indique... Le chiffre est effacé. Lundi 24 août. Cela ne finira pas. Pourquoi l'état de cette atmosphère si dense, une fois modifié, ne serait-il pas définitif? Nous sommes brisés de fatigue, Hans comme à l'ordinaire. Le radeau court invariablement vers le sud-est. Nous avons fait plus de 200 lieues depuis l'îlot Axel. À midi, la violence de l'ouragan redouble. Il faut lier solidement tous les objets composant la cargaison. Chacun de nous s'attache également. Les flots passent par-dessus notre tête. Impossible de s'adresser une seule parole depuis 3 jours. Nous ouvrons la bouche, nous remuons nos lèvres, et se produit aucun son appréciable. Même en se parlant à l'oreille, on ne peut s'entendre. Mon oncle s'est approché de moi. Il a articulé quelques paroles. Je crois qu'il a dit « Nous sommes perdus ». Je n'en suis pas certain. Je prends la partie de lui écrire ces mots. « Amenons notre voile ». Il me fait signe qu'il y consent. Sa tête n'a pas eu le temps de se relever de bas en haut qu'un disque de feu apparaît au bord du radeau. Le mât et la voile sont partis tout d'un bloc. Je les ai vus s'enlever à d'une prodigieuse hauteur, semblable au ptérodactyle, cet oiseau fantastique des premiers siècles. Nous sommes glacés d'effroi. La boule, mi-partie blanche, mi-partie azurée, de la grosseur d'une bombe de 10 pouces, se promène lentement, en tournant avec une surprenante vitesse sous la lanière de l'ouragan. Elle vient ici, là, monte sur un des bâtis du radeau, saute sur le sac aux provisions, redescend légèrement, bondit, effleure la caisse à poudre. Horreur! Nous allons sauter! Non! Le disque éblouissant s'écarte et s'approche de Hans, qui le regarde fixement, de mon oncle, qui se précipite à genoux pour l'éviter, de moi, pâle et frissonnant sous l'éclat de la lumière et de la chaleur, et pirouette près de mon pied que j'essaie de retirer. Je n'y puis y parvenir. Une odeur de gaz nitreux remplit l'atmosphère. Elle pénètre le gosier, les poumons. On étouffe. Pourquoi ne puis-je retirer mon pied? Il est donc rivé au radeau? Ah, la chute de ce globe électrique a aimanté tout le fer du bord. Les instruments, les outils, les armes s'agitent en se heurtant avec un cliquet aigu. Les clous de ma chaussure adhèrent violemment à une plaque de fer incrustée dans le bois. Je ne puis retirer mon pied. Enfin, par un violent effort, je l'arrache au moment où la boule allait le saisir dans son mouvement giratoire et m'entraîner moi-même. Si... Ah, quelle lumière intense! Le globe éclate. Nous sommes couverts par des jets de flammes. Puis tout s'éteint. J'ai eu le temps de voir mon oncle étendu sur le radeau, Hans toujours à ses barres et crachant du feu sous l'influence de l'électricité qui le pénètre. Où allons-nous? Où allons-nous? Mardi 25 août. Je sors d'un évanouissement prolongé. L'orage continue, les éclairs se déchaînent comme une couvée de serpents lâchés dans l'atmosphère. Sommes-nous toujours sur la mer? Oui, et emportés avec une vitesse incalculable. Nous avons passé sous l'Angleterre, sous la Manche, sous la France, sous l'Europe entière peut-être. Un bruit nouveau se fait entendre. Évidemment, la mer qui se brise sur les rochers. Mais alors, fin du chapitre 35. Chapitre 36 de Voyage au centre de la Terre. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne.
Chapitre 36. Ici se termine ce que j'ai appelé le journal du bord, si heureusement sauvé du naufrage. Je reprends mon récit comme devant. Ce qui se passa au choc du radeau contre les écueils de la côte, je ne saurais le dire. Je me sentis précipité dans les flots, et si j'échappais à la mort, si mon corps ne fut pas déchiré sur les rocs aigus, c'est que le bras vigoureux de Hans me retira de l'abîme. Le courageux Islandais me transporta hors de la portée des vagues, sur un sable brûlant où je me trouvais côte à côte avec mon oncle. Puis il revint vers ces rochers, auxquels se heurtaient les lames furieuses, afin de sauver quelques épaves du naufrage. Je ne pouvais parler. J'étais brisé d'émotions et de fatigue. Il me fallut une grande heure pour me remettre. Cependant une pluie diluvienne continuait à tomber, mais avec ce redoublement qui annonce la fin des orages. Quelques rocs superposés nous offrirent un abri contre les torrents du ciel. Hans prépara des aliments auxquels je ne pus toucher, et chacun de nous, épuisé par les veilles de 3 nuits, tomba dans un douloureux sommeil. Le lendemain, le temps était magnifique. Le ciel et la mer s'étaient apaisés d'un commun accord. Toute trace de tempête avait disparu. Ce furent les paroles joyeuses du professeur qui saluèrent mon réveil. « Eh bien, mon garçon, s'écria-t-il, as-tu bien dormi ? N'eût-on pas dit que nous étions dans la maison de Königstrasse, que je descendais tranquillement pour déjeuner, et que mon mariage avec la pauvre Graüben allait s'accomplir ce jour même ? Hélas, pour peu que la tempête eût jeté le radeau dans l'est, nous avions passé sous l'Allemagne, sous ma chère ville de Hambourg, sous cette rue où demeurait tout ce que j'aimais au monde. Alors 40 lieues m'en séparaient à peine, mais 40 lieues verticales d'un mur de granit, et en réalité plus de 1000 lieues à franchir. Toutes ces douloureuses réflexions traversèrent rapidement mon esprit avant que je ne répondisse à la question de mon oncle. « Ah ça, répéta-t-il, tu ne veux pas me dire si tu as bien dormi ? » « Très bien, répondis-je, je suis encore brisé, mais cela ne sera rien. »« Absolument rien, un peu de fatigue, et voilà tout. »« Mais vous me paraissez bien gai ce matin, mon oncle. »« Enchanté, mon garçon, enchanté. Nous sommes arrivés. »« Au terme de notre expédition ? » ?»« Non, mais au bout de cette mer qui n'en finissait pas. Nous allons reprendre maintenant la voie de terre et nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. »« Mon oncle, permettez-moi une question. »« Je te la permets, Axel. »« Et le retour ? » ?»« Le retour ? Ah, tu penses à revenir quand on n'est même pas arrivé ? » ?»« Non, je veux seulement demander comment il s'effectuera. »« De la manière la plus simple du monde. Une fois arrivés au centre du sphéroïde, ou nous trouverons une route nouvelle pour remonter à sa surface, ou nous reviendrons tout bourgeoisement par le chemin déjà parcouru. J'aime à penser qu'il ne se fermera pas derrière nous. »« Alors il faudra remettre le radeau en bon état ? » ?»« Nécessairement. »« Mais les provisions, en reste-t-il assez pour accomplir toutes ces grandes choses ? » ?»« Oui, certes. Hans est un garçon habile, et je suis sûr qu'il a sauvé la plus grande partie de la cargaison. Allons nous en assurer, d'ailleurs. » Nous quittâmes cette grotte ouverte à toutes les brises. J'avais un espoir qui était en même temps une crainte. Il me semblait impossible que le terrible abordage du radeau n'eût pas anéanti tout ce qu'il portait. Je me trompais. À mon arrivée sur le rivage, j'aperçus Hans au milieu d'une foule d'objets rangés avec ordre. Mon oncle lui serra la main avec un vif sentiment de reconnaissance. Cet homme, d'un dévouement surhumain dont on ne trouverait peut-être pas d'autre exemple, avait travaillé pendant que nous dormions et sauvé les objets les plus précieux au péril de sa vie. Ce n'est pas que nous n'eussions fait des pertes assez sensibles, nos armes par exemple, mais enfin on pouvait s'en passer. La provision de poudre était demeurée intacte, après avoir failli sauter pendant la tempête. « Eh bien, » s'écria le professeur, « puisque les fusils manquent, nous en serons quittes pour ne pas chasser. »« Bon, mais les instruments ? » ?»« Voici le manomètre, le plus utile de tous et pour lequel j'aurais donné les autres. Avec lui, je puis calculer la profondeur et savoir quand nous aurons atteint le centre. Sans lui, nous risquerions d'aller au-delà et de ressortir par les antipodes. » Cette gaieté était féroce. « Mais la boussole ? » demandai-je. « La voici sur ce rocher en parfait état, ainsi que le chronomètre et les thermomètres. Ah, le chasseur est un homme précieux. » Il fallait bien le reconnaître, en fait d'instruments, rien ne manquait. Quant aux outils et aux engins,
j'aperçus, épars sur le sable, échelles, cordes, pics, pioches, etc. Cependant il y avait encore la question des vivres à élucider. Et les provisions, dis-je. Voyons les provisions, répondit mon oncle. Les caisses qui les contenaient étaient alignées sur la grève dans un parfait état de conservation. La mer les avait respectées pour la plupart, et somme toute, en biscuits, viande salée, genièvre et poissons secs, on pouvait compter encore sur 4 mois de vivres. 4 mois! S'écria le professeur. Nous avons le temps d'aller et de revenir, et avec ce qui restera, je veux donner un grand dîner à tous mes collègues du Johanneum. J'aurais dû être fait depuis longtemps, au tempérament de mon oncle, et pourtant cet homme-là m'étonnait toujours. Maintenant, dit-il, nous allons refaire notre provision d'eau avec la pluie que l'orage a versée dans tous ces bassins de granit. Par conséquent, nous n'avons pas à craindre d'être pris par la soif. Quant au radeau, je vais recommander à Hans de le réparer de son mieux, quoiqu'il ne doive plus nous servir, j'imagine. Comment cela? M'écriai-je. Une idée à moi, mon garçon. Je crois que nous ne sortirons pas par où nous sommes entrés. Je regardais le professeur avec une certaine défiance. Je me demandais s'il n'était pas devenu fou. Et cependant, il ne savait pas si bien dire. « Allons déjeuner, » reprit-il. Je le suivis sur un cap élevé, après qu'il eut donné ses instructions aux chasseurs. Là, de la viande sèche, du biscuit et du thé composèrent un repas excellent et, je dois l'avouer, un des meilleurs que j'eusse fait de ma vie. Le besoin, le grand air, le calme après les agitations, tout contribuait à me mettre en appétit. Pendant le déjeuner, je posai à mon oncle la question de savoir où nous étions en ce moment. Cela, dis-je, me paraît difficile à calculer. À calculer exactement, oui, répondit-il. C'est même impossible, puisque, pendant ces 3 jours de tempête, je n'ai pu tenir note de la vitesse et de la direction du radeau. Mais cependant, nous pouvons relever notre situation à l'estime. En effet, la dernière observation a été faite à l'îlot du Geyser. À l'îlot Axel, mon garçon. Ne décline pas cet honneur d'avoir baptisé de ton nom la première île découverte au centre du massif terrestre. Soit. À l'îlot Axel, nous avions franchi environ 270 lieues de mer, et nous nous trouvions à plus de 600 lieues de l'Islande. Partons de ce point, alors, et comptons 4 jours d'orage, pendant lesquels notre vitesse n'a pas dû être inférieure à 80 lieues par 24 heures. Je le crois. Ce serait donc 300 lieues à ajouter. Oui, et la mer Lidenbrock aurait à peu près 600 lieues d'un rivage à l'autre. Sais-tu bien, Axel, qu'elle peut lutter de grandeur avec la Méditerranée? Oui, surtout si nous ne l'avons traversée que dans sa largeur. Ce qui est fort possible. Et, chose curieuse, ajoutai-je, si nos calculs sont exacts, nous avons maintenant cette Méditerranée sur notre tête. Vraiment? Vraiment, car nous sommes à 900 lieues de Reykjavik. Voilà un joli bout de chemin, mon garçon. Mais que nous soyons plutôt sous la Méditerranée que sous la Turquie ou sous l'Atlantique, cela ne peut s'affirmer que si notre direction n'a pas dévié. Non, le vent paraissait constant. Je pense donc que ce rivage doit être situé au sud-est de Port Graüben. Bon, il est facile de s'en assurer en consultant la boussole. Allons consulter la boussole. Le professeur se dirigea vers le rocher sur lequel Hans avait déposé les instruments. Il était gai, allègre, il se frottait les mains, il prenait des pauses. Un vrai jeune homme. Je le suivis, assez curieux de savoir si je ne me trompais pas dans mon estime. Arrivé au rocher, mon oncle prit le compas, le posa horizontalement et observa l'aiguille qui, après avoir oscillé, s'arrêta dans une position fixe sous l'influence magnétique. Mon oncle regarda, puis il se frotta les yeux et regarda de nouveau. Enfin il se retourna de mon côté, stupéfait. « Qu'y a-t-il » demandai-je. Il me fit signe d'examiner l'instrument. Une exclamation de surprise m'échappa. La fleur de l'aiguille marquait le nord là où nous supposions le midi. Elle se tournait vers la grève au lieu de montrer la pleine mer. Je remuai la boussole, je l'examinai. Elle était en parfait état. Quelque position que l'on fît prendre à l'aiguille, celle-ci reprenait obstinément cette direction inattendue. Ainsi donc, il ne fallait plus en douter, pendant la tempête une saute de vent s'était produite, dont nous ne nous étions pas aperçus, et avait ramené le radeau vers les rivages que mon oncle croyait laisser derrière lui. Fin du chapitre 36.